C'est un plaisir d'être là. Vous savez, j'avais préparé en fait une présentation, mais je ne peux pas m'empêcher de faire deux, trois remarques avant de commencer ma présentation, après avoir vu les précédents. Euh, la plupart des présentations que nous avons vues cet après-midi étaient plutôt vers les méfaits et les problèmes avec l'intelligence artificielle. Mais je crois qu'on se trompe de cible, honnêtement. Okay? Ça me rappelle un petit peu le bug de l'an 2000. Hein? Et je pense que certains d'entre nous ont vu un peu trop de films de Hollywood où le Terminator vient et qui change l'humanité. Évidemment, l'intelligence artificielle est un défi. Il n'y a personne qui le nie. Mais moi, je pense que c'est beaucoup plus l'intelligence tout court qui est un défi de l'humanité que l'intelligence artificielle. Ouais, quand il y a des gens qui pensent encore que la Terre est plate, ou tous ces polémiques qu'on entend, des théories incroyables et invraisemblables, c'est l'intelligence qui est en question, pas l'intelligence artificielle. Moi, en tant que technicien, j'ai fait ça depuis 25 ans. Quand on parle à moi de l'intelligence artificielle, tout de suite, je traduis dans ma tête en régression linéaire. C'est une technique de classification, optimisation des transformateurs. C'est des outils mathématiques. Et ça fait beaucoup moins peur si on dit la régression linéaire va prendre le contrôle du monde, au lieu de dire intelligence artificielle. Hein? C'est un peu hollywoodien. Donc c'est pour ça que peut-être à cause de ce perspective, j'ai un petit peu une vision différente, sans pour autant nier le fait qu'il y a des défis, n'est-ce pas? Et je vais en parler de ces défis. Et première chose que j'aimerais mentionner, c'est que on est vraiment dans un ère, et c'est vraiment, si on regarde le contexte général, maintenant on est dans un ère que j'appelle seamless media en anglais, ou médias sans frontières, dans lequel n'importe qui peut créer ou générer des données, et puis n'importe qui, depuis n'importe où et n'importe quand, peut le consommer. Et c'est là où il faut poser la question, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce qu'on est arrivé à ce monde? À ce monde de l'ère de médias sans frontières. Il y a plusieurs raisons. Probablement la plus importante, c'est que nos enfants ne ressemblent pas à nous, ni à nos parents et grands-parents, parce que ils ont grandi dans un contexte très différent, dans un environnement très différent, ce qui fait que ce qui était pour nos grands-parents et nos arrière-grands-parents impossible à imaginer, partager leurs sentiments, partager leur vie privée, etc., c'est beaucoup moins tabou pour nous. Et il y a d'autres, n'est-ce pas? Je ne veux pas faire la liste, vous pouvez lire vous-même la liste des raisons pour lesquelles je pense nous sommes dans cette ère. Parce que nous avons tous un appareil dans la poche qui peut communiquer, qui a une capacité, je dirais, de stockage presque infinie, parce qu'elle est connectée au cloud. Donc on peut prendre autant de photos, vidéos, audio et autres qu'on veut. Et s'il n'y a pas cette place dans l'appareil, ce qui est loin d'être le cas, moi, dans mon téléphone mobile, ça fait depuis 20 ans que je prends des photos. J'ai autour de 50 000 photos et j'ai utilisé seulement 20% de l'espace qui se trouve seulement dans mon appareil photo, donc dans mon téléphone. Donc imaginez-vous, même si je multiplie ça par des facteurs incroyables, ce serait encore possible. Mais il y a aussi d'autres raisons. Donc il y a beaucoup d'outils qui nous permettent de traiter ces informations, enjoliver les photos. Nous pouvons communiquer. Certains d'entre vous qui ont les cheveux blancs comme moi, à notre époque, on avait uniquement
la radio, la télé et les mass médias. C'est tout. Aujourd'hui, les canaux de communication sont si énormes qu'on ne peut même pas les énumérer. Mais j'aimerais quand même, pour juste avoir un contexte, c'est beaucoup de choses que je vais dire maintenant, et je vais le faire dans le contexte de l'image. Ce serait vrai pour autre chose que l'information visuelle. Et la raison, c'est cette expression que pratiquement toutes les langues ont, voir et croire, n'est-ce pas? On dit rarement lire et croire, on dit voir et croire. Et c'est vrai, ça a été utilisé, c'est pas avec l'intelligence artificielle que ça a commencé. Le monde et ceux qui étaient spécialistes de communication savaient très bien comment manipuler des images pour passer des messages subliminaux. Par exemple, comme celui-ci. Ouais. Qui d'autre mieux que Abraham Lincoln aurait pu dire une telle chose, n'est-ce pas? Et je parie, certains d'entre vous, pour quelques secondes au moins, on pensait que c'est vrai, parce qu'il y avait une image d'Abraham Lincoln à côté qui nous a renforcés. Et parlons juste de l'image, la manipulation de l'information visuelle sous forme de photos ou images ne date pas d'hier. En fait, ça date de l'avant de l'invention de la photographie. La première image que vous voyez en haut à gauche, c'est même pas une photographie. C'est un portrait peint, et puis ça une assez belle histoire. C'est la photo qui a été utilisée, l'image qui a été utilisée par Abraham Lincoln quand il faisait sa campagne présidentielle. Il était connu de ne pas être très présidentiable. Il n'avait en tout cas pas la posture. Alors ils ont pris le portrait d'un homme d'État dans un des États du sud des États-Unis, et quelqu'un a mis sa tête sur le corps de cette personne. Et puis c'est seulement récemment, grâce à la magie de l'informatique, que les gens ont trouvé. Donc pendant au moins 70, 70 ans, c'est resté en fait méconnu, jusqu'à ce que quelqu'un a trouvé. En fait, ces deux photos se ressemblaient beaucoup dans les archives, et puis a découvert ceci. Et depuis, bon, ça c'est juste quelques exemples des manipulations qui ont été faites dans l'histoire. Hein. Je ne vais pas passer à travers tout. Je prends peut-être l'exemple de Lénine, parce qu'on est bien... Je vais dire du mal des Russes maintenant. Donc, pardon, Staline, pas Lénine. Staline était connu de faire disparaître les gens, pas seulement de la surface de la Terre, mais même des photos, avec les moyens des époques. Et c'est seulement récemment qu'on a utilisé un nouvel outil qu'on appelle deepfake. Et c'est, au fond, c'est juste un outil plus sophistiqué que ce qu'on avait avant. Et à cause de cette histoire assez longue de pouvoir manipuler le contenu, l'information en général, mais surtout l'information visuelle des photos et des vidéos, il existe une science qu'on appelle science forensique et surtout digital forensic, donc forensique informatique en français, qui vise à découvrir est-ce que quelque chose a été manipulé ou pas. Souvent, il y a l'intervention de l'être humain, c'est des outils et c'est des procédures qui permettent, qui aident à un spécialiste souvent à le découvrir. Mais de plus en plus, maintenant, on délègue ces tâches aux machines. Moi, je pense
s'il faut vraiment dire quelque chose de l'intelligence artificielle, c'est que l'intelligence artificielle a facilité, a accéléré aussi bien la création des images synthétiques que leur détection. Et pendant que j'y suis, j'aimerais juste vous dire une chose avant que je l'oublie. Quelqu'un a parlé de bientôt 90%, 90% des photos, des images qui se trouveraient sur Internet seraient synthétiques. J'ai une bonne nouvelle pour vous. 100% des photos, depuis que JPEG existe, depuis 25 ans, à 2/3 de leurs pixels sont synthétiques. Quand vous prenez, je ne vais pas entrer dans les détails, mais quand vous prenez une photo avec votre téléphone mobile, ou même avant avec votre appareil numérique pour photographier, la technologie des senseurs est telle que 2/3 des pixels sont interpolés à travers des autres qui l'entourent. Donc dans une image à 100 mégapixels, 67 mégapixels sont synthétiques. Okay? Donc ce n'est pas une nouveauté non plus. Ce n'est pas une nouveauté, il ne faut pas s'alarmer. Là où vraiment il y a un problème, c'est que souvent, ceux qui faisaient cette technologie pour interpoler, leur but c'était de faire ces pixels qui manquaient, les 2/3 de pixels qui manquaient, de manière aussi fidèle au tiers qui venait vraiment d'un senseur, d'un capteur. Aujourd'hui, on peut faire plus. On peut enlever des gens, on peut ajouter des gens, on peut faire toutes sortes de choses avec ça. Moi-même, personnellement, j'ai commencé vraiment à entrer dans l'intelligence artificielle quand, un petit peu avant que la pandémie commence, une société qui est basée ici à Genève est venue me contacter en disant, écoutez, il y a énormément de falsifications des documents, des photos, etc. Est-ce que vous pouvez nous aider à faire des détections? Alors, c'est quelque chose qui se faisait avant, j'avais fait, mais là, comme l'intelligence artificielle avait atteint un stade où on pouvait vraiment utiliser, parce qu'on avait accès à des quantités énormes de données, on a fait un système de l'intelligence artificielle qui détectait des données falsifiées. Pas forcément par l'intelligence artificielle, ça pouvait être par l'intelligence artificielle, mais aussi de manière manuelle. Hein, c'est des techniques d'apprentissage. Ça a été évoqué avant. Et c'est vrai, souvent ces systèmes mettent en opposition une intelligence artificielle qui crée et une intelligence artificielle qui détecte. Alors si on les met à la vitesse de la lumière, faire une compétition, on va arriver peut-être à un super détecteur des faux, mais aussi en même temps à un outil redoutable de création de deepfake. Et puis la plupart des exemples, vous voyez, c'est comme ça. Hein. Donc là, c'est pas 4, mais maintenant vous voyez 5 fois cette photo. C'est juste pour vous dire qu'il y a énormément d'utilisation dans des contextes peut-être pas très nobles de ces technologies, c'est un fait. Mais il ne faut pas oublier que dans le divertissement aussi, ça a été utilisé. Beaucoup de films de Hollywood récemment, au lieu de dépenser des moyens gigantesques en temps et en argent pour créer des contenus qu'on peut dire special effects, non, effets spéciaux, on peut les faire avec l'intelligence artificielle. Il y a des gamins de 15 ans sur Internet qui ont réussi à faire mieux que des films hollywoodiens 3 ans avant, avec 3 fois rien comme effort. Donc c'est une véritable démocratisation, pas seulement au point de vue négatif, mais aussi au point de vue positif des choses. Et de nouveau, je ne vais pas revenir maintenant avec les IA génératifs. On peut prompter, d'écrire quelque chose. Là, c'est moi qui l'ai fait, les 3. Donc, personne n'a le copyright apparemment là-dessus, hein, d'après la loi apparemment. Donc,
j'ai demandé d'avoir Albert Einstein avec son téléphone mobile prendre une photo. Et j'ai reçu ces trois, avec trois techniques différentes, avec trois produits différents que vous pouvez, c'est libre accès, vous pouvez utiliser vous-même. Et vous trouverez probablement des résultats très similaires. Et on peut faire même mieux. Ici, j'aimerais juste pour vous donner vers quoi on va. Donc les appareils photo, tout le monde connaît. Ça crée des photos. Je viens de vous apprendre, j'espère, que 2/3 des pixels qui sont synthétisés, 1/3 est réel. Ben, vous pouvez faire tout synthétiser. Là, c'est un appareil de photo qui se base sur des techniques de génération d'images à travers des descriptions. La différence entre cet appareil photo, qui existe, qui est réel, et les appareils photo que vous avez, c'est qu'il n'y a pas d'optique. En fait, tout ce que vous avez à dire, et je vais lancer la vidéo, j'espère que ça va tourner. Ouais. C'est un appareil où vous mettez l'heure, la position exacte, mais ça, vous n'avez même pas besoin, si vous êtes là déjà, vous dites là où je suis, il y a GPS, et quelques textes descriptifs. Et puis, l'appareil il est connecté sur un système du type ChatGPT. Alors, j'ai perdu, je ne sais pas c'est qui avait fait le pari de ne pas dire ce mot, et qui génère une image, puis on peut voir l'image de l'endroit, dans la bonne direction et tout ça. Okay? Pas d'optique. Et c'est un peu différent d'aller chercher dans la base de données une photo que quelqu'un avait prise, comme il y en a par exemple dans Google Maps, etc. Là, vraiment, vous générez cette image à travers des images qui ressemblent, qui ont été prises par les autres. Okay? Et d'ailleurs, la personne qui l'a fait a mis à disposition tout, donc c'est en accès libre, vous pouvez construire une telle chose vous-même aussi. On n'est pas tout à fait là, mais on est à 2 doigts de créer les mêmes choses en vidéo. Donc là, c'est 3 exemples de IA génératif pour la vidéo, et on le fait aussi pour les données 3D, si ce truc veut bien tourner. Voilà. Donc on peut créer en décrivant sous forme de texte aussi aujourd'hui. Ben, ce n'est pas encore vraiment des produits qui sont largement accessibles, mais vous pouvez créer en fait des choses comme ça. Et puis ce n'est pas seulement une question de créer, vous pouvez aussi aider à manipuler les données qui ont été générées. Là, c'est mon favori. J'aime bien Beatles. Certains d'entre vous peut-être connaissent la photo qui vient de la page de couverture de l'album de Beatles. Là, le AI a essayé de faire ce qu'on appelle une extension de la chose. On appelle ça out-painting, parce que in-painting, c'est un outil qui fait enlever des objets et puis qui crée l'arrière-plan. Là, vous allez voir ce qui se passe au-delà de cadres de photos. Et là, c'est un autre exemple, il y en a beaucoup, des choses comme ça. C'est pas des choses qui sont dans les laboratoires, c'est des choses les gens ont accès. Il y a, par exemple, Adobe Photoshop, ils ont un plugin basé sur IA qui peut changer un peu la position et puis la forme, faire sourire des gens ou les rendre, je ne sais pas, étonnés, ou même changer la position des gens, etc. Vous pouvez faire beaucoup de choses de ce type. Et évidemment, ce genre de choses se trouve aussi dans la main des jeunes qui utilisent, pas comme nous, Facebook, LinkedIn, mais Snapchat, TikTok, Instagram des fois, des filtres qui peuvent changer l'apparence des gens et qui peuvent donner une version très différente de la vérité. Donc, des problèmes, il y en a. Ce n'est pas qu'il n'y en a pas, mais ce n'est pas tout la faute de l'intelligence artificielle. J'aimerais maintenant rapidement aussi parler des solutions que les gens envisagent, en fait.
pour ce problème. Il y a deux façons de le faire. Soit vous le faites de manière réactive, c'est-à-dire vous attendez pour le problème se pose et puis vous allez essayer de faire de votre mieux. Soit vous le faites de manière proactive, c'est-à-dire vous attendez pas pour le problème existe et vous devez faire quelque chose. Je commence avec la solution réactive. La solution réactive, ce sont des détecteurs. J'ai travaillé sur des détecteurs, pas seulement de l'intelligence artificielle, mais des détections de falsification depuis 25 ans. Ça montre un petit peu mon âge aussi. Je peux vous dire, c'est des solutions qui marchent, ça vaut la peine de fonctionner, mais ce n'est pas à 100% sûr. Ça a été évoqué par la personne qui était avant moi. Ça ne marche pas à 100%. Ce n'est pas une raison de ne pas l'utiliser, d'accord? Quand vous allez dans les aéroports, ces appareils qui vous permettent de détecter, je ne sais pas, les bombes, je ne sais pas quoi, qu'il pourrait y avoir dans votre bagage, ce n'est pas à 100% non plus. C'est probablement autour de 80%, 90%. Ce n'est pas une raison pour ne pas l'utiliser. C'est mieux que tourner juste faire pile ou face et puis dire il y a une bombe là-dedans ou pas. Hein. Donc là, c'est mieux que ça. Ce n'est pas une raison qu'on ne le fait pas. Mais il y a des véritables problèmes avec ces techniques, parce que ces techniques, on peut les prouver. Et là, c'est un exemple. Je suis désolé, je vous montre quelques courbes, mais je vais les expliquer. Je n'entrerai absolument pas dans les détails. Vous allez ici à gauche, vous avez quelques courbes. En horizontal, quand vous allez à droite, à votre droite, vous voyez que les courbes baissent. Ces courbes qui baissent montrent que les détecteurs n'ont pas bien fonctionné. Là où vous allez toucher l'axe horizontal, c'est 50%, parce que ça ne sert à rien de regarder moins que 50%, parce que est-ce que c'est faux ou pas? Il y a 50% de chance si vous faites pile ou face de répondre à ça, donc ça ne sert à rien de regarder moins que 50%. 50%, ça veut dire aléatoire. Et puis, plus vous allez à droite, plus vous êtes en train de faire des types de manipulation qui se fait sur des images de manière quotidienne. Quand vous prenez une photo et que vous mettez sur Facebook, Facebook fait plein de traitements là-dessus. Facebook change le contraste, certainement change la résolution, en général compresse de nouveau, fait ce qu'on appelle denoising, donc enlève le bruit, des bruitages, etc. Et là, c'est pas toutes ces manipulations, mais si vous ajoutez, et puis ça, de toute façon, même si vous ne le faites pas, ça, vous le partagez, ce genre de choses existe, vous voyez qu'il y a un impact sur les performances de détecteurs. Donc ça commence toujours, quand vous êtes vraiment vers zéro, donc tout à fait à gauche, ça commence toujours autour de entre 90 et 100%. C'est génial. Mais très vite, dès que vous faites quelque chose qui est dans le monde réel, ça baisse comme ça. Ouais. Maintenant, vous voyez deux autres courbes. En fait, il y a bleu et orange. Les courbes bleu et orange sont les gagnants des plus importants challenges de deepfake. Okay? Et nous avons réussi à les améliorer un peu. Donc, le rouge et le vert sont les mêmes, mais on les a améliorés. Mais le fait est que c'est toujours pas bon, non? C'est pas aussi mauvais que l'original, mais c'est toujours pas bon. Okay? Alors, de nouveau, c'est pas une raison pour ne pas l'utiliser, de la même façon que quand on va à l'aéroport, il y a toujours ces détecteurs, mais pour les bagages, mais c'est pas à 100%, il faut garder ça. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut utiliser, l'approche proactive aussi. L'approche proactive, c'est un petit peu comme vacciner les gens. Cette fois, on vaccine les données. Et beaucoup d'entre nous, à cause de la pandémie, ont appris à signer de manière numérique des documents, parce que c'est reconnu par la loi. Donc, vous n'êtes pas obligé d'écrire à la main une signature, on appelle ça wet ink. Mais vous pouvez le faire aussi par des moyens électroniques, et c'est reconnu par la loi. Là, vous pouvez faire la même chose dans le cadre de ces données. Donc, en fait, tout outil généré, par exemple, si vous prenez ChatGPT, s'il y avait une règle qui imposait à ChatGPT, en Europe par exemple, de signer
ces données, c'est tout ce qui sort. On n'a pas besoin de passer à travers tous ces trucs. Et puis, s'il n'y a pas de signature, vous ne devez pas y croire. S'il y a une signature, et pour ça, il y a des normes. Quelqu'un a parlé de l'importance des normes, c'est tout à fait vrai. Des normes sont en train de se mettre en place. Comme toujours, les entreprises qui sont vraiment directement concernées, comme Microsoft et Adobe, qui est derrière PDF, Photoshop, etc., ils sont un peu en avance par rapport aux autres. Ils sont en train de faire leurs propres normes. Mais bon, on n'a souvent pas confiance à une entreprise qui dit « faites-moi confiance, je vous donne de bonnes choses ». Donc il y a aussi des normes internationales, JPEG, qui est en train de travailler. Et puis, si tu vas bien, au mois d'avril l'année prochaine, il y aura une norme pour au moins les photos et des vidéos qui existent, qui s'appelle JPEG Trust, qui va permettre de faire ces signatures. Maintenant, évidemment, si ce n'est pas utilisé, ça ne sert à rien, même si ça existe. Ce ne sera pas la première fois où quelque chose existerait et puis que les gens ne l'utilisent pas. Voilà, je vais essayer de terminer ici pour ne pas prendre trop de votre temps. Mais je serai très heureux, après, dans le panel, peut-être approfondir certains des points que j'ai soulevés maintenant. Merci. Merci beaucoup.